De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et les entrepreneures nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors avec moi sur le plateau, Gilles Clavaro. Gilles, bonjour. Bonjour Pierre. Alors on va parler d'un sujet qui passionne beaucoup de monde, finalement, les montres. Vous êtes passionné des montres depuis vos 12 ans. Vous êtes horloger diplômé de l'école, alors je cite, de Jouer les Tours. Et c'est un diplôme connu notamment pour sa formation en alternance. Donc vous avez commencé votre carrière à l'âge de 16 ans dans un magasin qui pratiquait, on appelle ça de l'horlogerie de collection, on reviendra tout à l'heure sur le terme, jusqu'à vos 20 ans. De retour en Belgique, vous cherchez un travail, notamment pour exercer vos compétences. Vous allez collaborer avec plusieurs bijouteries, mais vous ne trouvez pas vraiment l'endroit où on fait le métier que vous aimez, qui fait votre passion, vraiment l'horlogerie, on va dire, complexe, de luxe et ce type de service. En 2004, à 21 ans, vous créez l'Artisan du Temps. Alors, pourquoi vous créez cette boîte? Et puis finalement, c'est quoi le pitch? C'est quoi l'Artisan du Temps aujourd'hui? Eh bien, l'Artisan du Temps, aujourd'hui, c'est une vision que j'ai eue en horlogerie. C'est quelque chose que je n'ai pas trouvé. Donc, après mes études, je me retrouve à chercher un travail et je ne vais pas trouver une bijouterie, une horlogerie qui fait ce que j'ai envie de faire, qui va allier le service client avec la passion horlogère. Alors, qu'on comprenne bien aussi le terme quand même, on parle finalement de service client, passion horlogère. C'est de la vente de produits. Vous vendez comme produit des montres de collection. On parle de quoi, pour rappeler un petit peu quand même, c'est quoi une montre de collection? Alors, qu'est-ce que ça va être une montre de collection aujourd'hui? Ça va être une montre évidemment qui est fabriquée par une grande manufacture avec une très belle mécanique. On va évidemment citer des noms très connus, mais on a aussi des noms moins connus. Ça va être Rolex, Patek Philippe, François-Paul Journe ou Lange & Söhne. Ce sont des noms qui seront connus des passionnés, mais pas toujours du grand public. Alors, vous ne vendez pas du neuf, vous êtes spécialisé justement dans l'achat, vente, et puis aussi le service. Alors, on va voir ce que c'est le service, mais d'abord, bien comprendre ce métier d'achat-vente. C'est quoi l'art, entre guillemets, que vous avez là-dedans? Eh bien, l'achat-vente d'horlogerie de collection, ça va nous procurer un énorme plaisir parce qu'on va pouvoir choisir chaque pièce, chaque montre qu'on va acheter au magasin. Et c'est vraiment, ici, le but est d'acheter une montre auprès d'un particulier ou d'un professionnel, de la remettre en état dans nos ateliers grâce à notre savoir-faire. Ensuite, on va pouvoir la vendre du coup avec une garantie de 3 ans. Garantie de 3 ans. On l'a vu, c'est vrai que les montres de collection, c'est souvent un mouvement bien spécifique. Ça va de 120 toutes petites pièces à plus de 1000 pièces pour les montres plus complexes. Mais quels sont, vos critères, en fait, pour racheter une montre quand on vient vous proposer de dire, voilà, voici une montre que je veux vendre, c'est quoi les critères importants? Les critères vont être assez basiques, mais très importants. Le premier critère, le plus important pour nous, c'est l'origine de l'objet. Être sûr que la montre ne soit pas volée. Ça a toujours été un objet de convoitise, donc on doit s'assurer du bon CV de la montre. Et ensuite, évidemment, comme on peut choisir chacune de nos montres, la qualité de l'objet. Est-ce que la montre nous intéresse et dans quel état elle se trouve? Est-ce qu'on va être capable de la remettre en état pour une nouvelle vie, pour nous poursuivre après? Alors, bien acheter, effectivement, des montres, les sélectionner. Vous dites, vous pouvez mettre une garantie, vous devez aussi offrir la garantie de l'origine de cette montre. Il y a une grande partie de service, c'est ce que vous dites. Ça veut dire quoi, le service, quand on parle de l'horlogerie de collection? Pour moi, justement, le service au client, le service dans le magasin a toujours été quelque chose d'extrêmement important à mettre au centre de l'entreprise. Et tout comme dans les garages, par exemple, de voitures de luxe, on a des garagistes qui vont bichonner, qui vont réparer et qui vont connaître par cœur les moteurs des plus belles voitures. Ici, dans mon équipe, on a 8 personnes. Ce sont 8 personnes qui sont 8 horlogers passionnés de mécanique et qui vont pouvoir jouer le rôle éventuellement de vendeur, mais en n'étant pas toujours le meilleur vendeur. C'est pas un homme en costume cravate qui vend un objet, mais un horloger passionné qui connaît l'intérieur de la montre. Du coup, il est parfois tout autant passionné, voire plus passionné, je ne sais pas, que le client, mais il y a une interaction entre les deux qui se fait, qui est tout à fait particulière à mon magasin. On m'a dit depuis le début de cette émission beaucoup de fois le mot passion ou passionné. Oui. C'est vraiment une communauté, le montre de l'horlogerie de
de collection, une communauté qui regarde un peu ces montres, qui peut en parler pendant des heures, qui peut parler d'un mouvement. C'est ça, vous animez aussi une communauté quand vous gérez un magasin d'achat-vente et de services de montres de collection? Complètement. Aujourd'hui, un magasin comme le mien devient même un lieu de rencontre. On va finalement voir que le passionné se réunit autour de l'objet. Il ne regarde pas spécialement le prix. Et on va voir que d'un seul coup, dans mon magasin, un balayeur va parler avec un grand CEO d'une grosse entreprise et ils vont trouver le même amour du même objet et ils vont partager cela dans le magasin. Aujourd'hui, ça crée une communauté. Le monde de l'horlogerie devient de plus en plus international et de plus en plus grand. Il y a un grand intérêt de la part du public, mais tout de même, tout le monde finit par se connaître. Oui, et puis c'est un objet qui parfois va au-delà d'une vie, parce que ça a une durée... Tout à fait, l'objet va perdurer dans le temps, quoi qu'il arrive. C'est un objet de convoitise. Quand il est retrouvé dans le tiroir d'une grand-mère ou d'un grand-père décédé, il est toujours sauvegardé, il est toujours vendu, ou il va toujours passer dans la main de quelqu'un d'autre, ou gardé dans la famille. Mais, surtout, ce qui est important là-dedans, c'est que l'objet va être au centre de l'intérêt de nos collectionneurs, de nos passionnés. Alors, on voit, c'est un investissement pour eux. Alors, je ne sais pas si l'anecdote est juste, donc n'hésitez pas à corriger si mes chiffres ne sont pas justes, mais selon les infos dont je dispose, cette année, vous allez faire un chiffre de l'ordre de 7 millions d'euros, c'est ça, ou l'année passée? Vous avez des bonnes infos. Oui, voilà, à peu près. On clôture fin mars, donc on a encore un tout petit peu de temps devant nous, mais voilà. On sait déjà qu'on y est. Oui. Mais par contre, au départ, vous aviez l'histoire, quand vous avez 21 ans, quand vous ouvrez en fait votre premier projet, qui était un atelier, si je comprends bien, vous êtes vu refuser un prêt de 5 000 euros. C'est toujours intéressant qu'on entend ça, cette histoire-là. C'est juste, qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Eh bien, en tant que tout jeune entrepreneur, horloger diplômé moi-même, je voulais simplement créer un atelier d'horlogerie dans la maison familiale, dans la maison de ma mère, donc transformer ma chambre d'étudiant en atelier. Et pour ce faire, j'avais besoin d'un peu de sous. Je suis issu d'une famille tout à fait modeste à la base. Du coup, j'ai été voir mon banquier avec mon projet sous le bras et il m'a refusé le crédit de 5 000 euros dont j'avais besoin. Dans un premier temps, parce que l'histoire est beaucoup plus drôle, c'est que peut-être une semaine, 15 jours plus tard, il m'a rappelé et en fait, après une discussion avec son beau-père, il a compris que j'avais réparé la montre de son beau-père. Il a compris l'intérêt et la passion que pouvait animer mon métier. Et il s'est jeté dans l'aventure avec moi. Il est resté dans l'aventure avec moi plusieurs années. Okay. Mais ça m'a permis vraiment de mettre le pied à l'étrier et d'avoir ce crédit. Avoir pu démontrer la compétence et la création de valeur dont vous étiez capable pour un objet qui avait certainement... Parfois, il y a des montres où c'est très compliqué de retrouver la bonne pièce ou le bon point. Oui, et comme vous en avez parlé, la base est créée peut-être avec un crédit bancaire de 5 000 euros. Aujourd'hui, on parle de 8 employés. On parle quand même aussi en réalité, en plus des 8 employés, de personnes qui gravitent autour de l'entreprise. Donc, il y a un vrai microcosme autour de ça, financier, et on parle d'un chiffre d'affaires annuel maintenant qui est énorme. Alors, on a compris toute l'expertise par rapport aux montres, etc., l'intervention de tous ces horlogers diplômés qui sont en même temps vendeurs. J'aimais bien ce que vous disiez tout à l'heure, avec un peu comme un garage, où c'est comme si le mécanicien était vendeur aussi, c'est ça qui est intéressant. Mais comment, finalement, chassez-vous les montres? Parce qu'à la limite, si vous ne trouvez pas des belles montres à racheter en seconde main, enfin, je sais que le terme n'est peut-être pas le bon, mais des montres où on passe le relais, comment vous faites ça, ce sourcing-là? Eh bien, la première des publicités dont on bénéficie est évidemment le bouche à oreille. Tout comme le beau-père du banquier qui en a parlé à son beau-fils, le client heureux, satisfait, va en parler aux autres. Après, évidemment, il y a d'autres moyens. Je participe, par exemple, on l'ignore, mais généralement à 20 salons internationaux européens, 20 salons spécialisés en horlogerie de collection ou de seconde main. 20 salons par an, oui, d'accord, ok. Il faut imaginer une foire à Munich avec 2000 personnes dans une salle. Oui. Ce sont 2000 professionnels qui achètent et vendent des montres. Il y en a 8 par an, donc ça amène quand même, et ça brasse quand même beaucoup de monde. Et on a aussi, évidemment, dans l'actualité moderne, tout ce qui est réseaux sociaux. Oui, on est des artisans, mais on est connectés aujourd'hui. Oui, justement, dans les réseaux sociaux, c'est une présence importante, vous avez une grande communauté. C'est quoi les bonnes pratiques là-dedans? Parce qu'on voit une montre, elle vient de rentrer, donc elle est à vendre. Enfin, on voit pas mal de stories là-dedans. C'est quoi vos choix, vos conseils là-dessus? Alors, les bonnes pratiques pour nous a été de travailler réseau social par réseau social, pas tous ensemble d'un coup. Ça aurait
ça aurait été trop. Il faut aussi apprendre à les connaître. Et, chaque fois l'artisan du temps, hein, c'est ça, hein. Toujours l'artisan du temps. Maintenant, évidemment, il y a G. Clavaro. Il y a aussi le workshop artisan du temps. Ouais. Sur Instagram, on a différents comptes. On a 3 comptes au total qui vont représenter une communauté quand même d'à peu près 30 000 personnes. 30 000 personnes. Et vous avez des bonnes pratiques? Par exemple, un conseil à dire, parce que c'est assez bien fait, vos trucs, vos vidéos, etc. Oui, mais justement, les vidéos chez nous sont sur YouTube. On a travaillé Facebook au début, puis Instagram, YouTube. Maintenant, on commence LinkedIn, parce que chaque fois, il s'avère qu'on a un public cible, horloger, passionné. Puis vous êtes passionné du détail, donc vous allez dans le détail dans vos vidéos. Dans chaque réseau social. Alors oui, dans les vidéos qu'on tourne aujourd'hui, on a vraiment travaillé avec finalement des passionnés qui venaient au magasin, mais qui étaient parfois passionnés également d'images et qui pouvaient avoir ce souci du détail que l'horloger a. L'horloger aime que sa montre soit en parfait état ou connaître l'état parfait de l'objet. Et pour filmer correctement une vidéo, il nous fallait un objectif photo digne de ce nom. Et nous, on ne connaissait pas ça. Par contre, on avait le souci de ce détail. Et à travers nos clients, à travers notre communauté, on voit que les gens nous aident et nous apportent leurs conseils, leur savoir-faire. Ça nous a permis vraiment de tourner des belles vidéos et on en tourne encore. Gilles Clavaro, merci. On reconnaît l'artisan du temps, passionné de montres depuis tout petit. Effectivement, une belle affaire, une belle success story qui se développe dans l'achat, la vente et puis le service des montres de collection. Un métier pour les passionnés.